à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis. On est en direct sur Zoom. Vous êtes un peu plus d'une centaine et vous êtes inscrits aujourd'hui sur Zoom, sur YouTube. On est aussi en direct sur Facebook. Et je crois que c'est à peu près tout. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est le média pour les Français aux États-Unis et plus particulièrement, on a démarré à New York il y a plus de 16 ans. On va faire un point aujourd'hui avec deux experts que certains connaissent peut-être, puisqu'ils interviennent depuis donc bien nombre d'années sur French Morning. On va faire un petit point sur le marché immobilier de New York donc en 2023, et puis on va surtout essayer de voir les tendances pour 2024. Faut-il acheter ou louer? Toujours une grande question. On va aussi parler avec Betty des options de prêt hypothécaire résidentiel. Alors, je vais juste présenter nos intervenants. On a Renaud Detty, qui est le fondateur de Detty Real Estate, broker et agent immobilier à Brooklyn, Manhattan et Paris. Et on a Betty Benzakein, spécialiste des prêts immobiliers conventionnels, mais aussi jumbo pour les emprunteurs internationaux. Donc, ça veut dire que vous êtes aujourd'hui en dehors des États-Unis, vous arrivez sur les US ou vous êtes encore à l'étranger et vous voulez acquérir, ou domestique. Ce qu'on appelle domestique aux États-Unis, c'est que vous êtes basé sur le sol américain. La force d'HSBC, c'est de vous aider sur les deux plans. Alors, on va essayer d'être interactif aujourd'hui. Donc, Renaud va nous partager son écran. Il va essayer de déjà mettre un début de conversation, mais on est en petit groupe, donc essayons d'être interactif le plus possible. Vous pouvez lever la main. Je peux vous donner la parole en audio. Et puis, vous pouvez, si vous ne pouvez pas parler, vous écrivez dans le Q&A juste en dessous, là, sur Zoom, vos questions. Et puis, moi, je les pose à nos experts. N'hésitez vraiment pas, allez-y, posez vos questions, on est là pour y répondre. Renaud, je vais te laisser du coup démarrer la présentation, peut-être partager ton écran, et puis Romain. ensuite, je reviendrai pour te poser des questions. Merci, oui, en fait, c'est pas mal. On fait très souvent des petits points ensemble sur ces webinaires-là, sur les webinaires de French Morning ou sur d'autres endroits. C'est vrai que c'est à chaque fois, on essaie de trouver un angle un petit peu différent pour parler un peu souvent des mêmes choses, mais finalement, le sujet immobilier et le sujet des prêts hypothécaires, c'est quand même un sujet qui évolue un petit peu chaque année, au cours de l'année, d'une année sur l'autre, en fonction de tout ce qu'il y a. Et donc, c'est toujours sympa de trouver un petit angle, mais on va quand même un petit peu reparler de la manière dont ça fonctionne. Donc, je vais vous partager mon écran et vous me dites si C'est bon, vous voyez on bien. voit. Vous voyez Parfait. bien, super. Detty Real Estate, déjà, juste pour nous présenter, je suis Renaud Detty, je suis le fondateur, CEO et broker de Detty Real Estate. Devait intervenir aujourd'hui Marius Coulon, qui n'est pas là parce que nous avons ouvert en novembre dernier un bureau à Paris et nous sommes en train aujourd'hui, au moment où on se parle, de closer une des ventes voilà, de notre agence parisienne qui est en cours d'ouverture. Donc malheureusement, il ne sera pas là pour parler avec nous, mais voilà, je vous explique donc Detty Real Estate, on est expert en immobilier résidentiel, donc c'est tout ce qui concerne les particuliers. On est l'agence numéro 1 des francophones à New York. On va voir un tout petit peu plus loin. On a 3 activités principales que sont l'immobilier résidentiel, le développement et la gestion locative. Voilà, donc c'est le cœur de Detty Real Estate est au centre de ces 3 gros services qui font de nous des experts immobiliers. Je vais très très vite sur le développement immobilier, donc ça s'appelle Detty Développement. C'est très simple, on achète des maisons avec un gros potentiel de développement immobilier, c'est-à-dire on va pouvoir rajouter des square feet, des mètres carrés, on le transforme en les rénovant et en les agrandissant dans la plupart des cas. Et ensuite, on va soit les louer, soit les revendre. Et ça, on fait ça pour le compte plutôt d'investisseurs qui veulent un projet qui dure environ entre 2 et 3 ans, entre le moment de l'achat et le moment de la mise en ligne des ventes ou des locations des appartements.
On fait du property management, donc ça c'est de la gestion locative pour tous les clients qui ont acheté avec nous, ou d'ailleurs ou pas avec nous, qui ont déjà un appartement à New York. On s'occupe de gérer les locataires, de gérer tous les petits problèmes qu'il y a avec la location, et on va jusqu'à encaisser les loyers, les décaisser auprès du propriétaire, payer les taxes, les charges, etc. On est expert des expats et des locations. Alors, un petit chiffre, c'est que on s'occupe de toutes les familles francophones venant s'installer à New York, qu'ils soient en expatriation réelle ou en contrats locaux. Mais grosso modo, on atteint quasiment une location sur deux de francophones qui arrivent à New York City, donc que ce soit Manhattan ou Brooklyn. Voilà, donc ça fait pas mal de dossiers chaque année. Et alors, le truc qu'il faut vraiment entendre pour tous ceux qui nous écoutent là ou qui ont le projet de nous rejoindre depuis Paris ou ailleurs, c'est que pour faire accepter un dossier d'expat quand on veut louer un appartement pour la première fois, quand on n'est pas encore arrivé aux États-Unis, il y a un savoir-faire qui est vraiment unique que l'on a. Il y a une technique très particulière parce que toutes les familles qui arrivent à New York n'ont pas de crédit history, n'ont pas de compte en banque et n'ont pas de numéro de sécurité sociale. Et donc, il va falloir tourner le dossier d'une manière qui est très différente qu'une fois qu'on est là depuis 3 ans et on est un petit peu installé. Et on est très expert, évidemment, autour des écoles françaises, francophones. Et on est très expert aussi des off-market. Du coup, comme on est très implanté dans ces zones-là, les zones autour des écoles françaises, eh bien, beaucoup de propriétaires ont entendu parler en bien de nous et nous confient des biens. Ou alors, on sait qu'on a des biens qui vont arriver et repartir. Donc, on a un grand nombre de deals qu'on fait off-market, à peu près 20%. Et on a l'accès à l'intégralité des 18 000 biens sur le marché. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Manhattan et Paris, enfin New York et Paris, le système fonctionne d'une manière un petit peu différente. De tirer les stages, juste en 2 mots, on a donc ouvert une agence à Paris. C'est là où est Marius en ce moment, en train de faire une vente sur un appartement qu'on est en vente. On est à Miami aussi. On a fait beaucoup de transactions à Miami, notamment avec un super broker avec lequel on travaille à Miami. On s'occupe beaucoup de Long Island, de ce qu'on appelle les Hamptons, donc qui est un peu le lieu de villégiature des New-Yorkais, et les Catskills aussi, qui sont un petit peu plus au nord, les grandes forêts du nord de New York, à 3 heures au nord. On est évidemment spécialisé à Manhattan, à Brooklyn, où on a aussi un gros bureau à Brooklyn. Et voilà, donc ça fait déjà pas mal d'endroits. Les avantages de New York, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais en parler très rapidement. Il y a un système central qui est unique. Donc, pour les Parisiens, ça paraît un peu incroyable, mais toutes les annonces sont centralisées. Ça veut dire que si je rephrase un petit peu, c'est-à-dire qu'on peut trouver des informations sur des sites Internet. On a les numéros des appartements, l'étage, on a le nom des propriétaires. Et puis, on peut même savoir à quel prix ils l'ont acheté, quand on veut acheter, quand ils ont acheté, auprès de quelle banque. Alors, la seule chose qu'on ne sait pas, Betty, c'est qu'on ne connaît pas leur taux, mais voilà. Donc, l'information, en fait, elle est complètement transparente à New York et c'est ça qui est absolument génial dans cette ville-là, c'est qu'on peut tout visiter, tout acheter. Voilà. Je résume, tout visiter, tout louer, tout acheter, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a en ce moment à peu près 17 500 propriétés qui sont à louer et 16 500 propriétés qui sont à vendre. Donc, ça veut dire, si je rephrase, dans la vitrine de Dirty Real Estate à New York, il y a 17 500 appartements et maisons à louer et il y a 16 500 propriétés à vendre qu'on peut vous proposer à la location et à la vente. Voilà. New York fonctionne, je vais très très vite, avec un système qui est très régulé, REBNY. Donc, nous, on fait partie de ce Real Estate Board of New York, qui est une sorte de grande loi et de règles générales sur l'ensemble du marché immobilier. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas louer comme en France à n'importe comment. Les commissions sont hyper transparentes aussi, elles sont déjà notées déjà même dans des contrats qui sont signés par les vendeurs ou les propriétaires. Dans les cadres des ventes, on est entre 5 et 6% du montant total de la vente qui est réparti en 2 parties égales. La partie de l'agent acheteur et la partie de l'agent vendeur. Dans le cadre d'une vente, c'est le vendeur qui paye les commissions uniquement. Et dans le cadre des locations, c'est 15% du loyer annuel
qui est payé par le locataire, et dans ces cas-là, toujours en deux parties égales, 7,5% pour celui qui représente le locataire et 7,5% pour celui qui représente le propriétaire. Donc, c'est très, 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 très simple. Voilà, à Paris, comment ça fonctionne? On a un bel agent immobilier qui représente à la fois un bien à vendre et à la fois un acheteur. Il s'occupe des deux parties en même temps. C'est généralement ce qu'on trouve quand on cherche un bien à acheter à Paris ou ailleurs. Eh bien, il faut aller dans différentes agences pour trouver son bien. Ce qui n'est pas le cas du tout à New York, parce qu'on est soit du côté du vendeur ou soit du côté de l'acheteur. Mais on ne peut pas être dans les deux côtés. En même temps, petit astérisque, sauf si les deux parties se signent un accord qui s'appelle une dual agency disclosure. Mais voilà, petit astérisque. Donc, c'est possible de vendre quand même mais il faut que tout le monde dans la même agence, mais il faut que tout le monde soit d'accord, le vendeur et l'acheteur. Si un des deux n'est pas d'accord, la transaction ne peut pas se faire au sein de la même agence. Donc, ça, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'on va pouvoir proposer tous les biens qu'il y a sur le marché new-yorkais à la vente et à la location à nos clients acheteurs francophones ou à nos clients locataires qui arrivent en tant qu'expat francophones. Il y a un truc qui est aussi vachement bien, c'est la bidding war. À New York, ce n'est pas le premier qui fait une offre au prix qui gagne, c'est le premier qui met le plus d'argent et qui a les meilleures conditions financières. Et ensuite, c'est le propriétaire qui choisit. On peut même faire une autre petite chose quand on vend. Alors, quand on est du côté des acheteurs, nous, du coup, on connaît aussi la technique inverse, mais quand on vend, en tout cas, on peut prendre les 5 meilleures offres qu'on a reçues et leur dire, vous avez 48 heures pour nous faire maintenant votre best and final offer, donc votre meilleure offre. Et comme ça, on fait des enchères, pas inversées, mais on fait des enchères et on obtient généralement des prix qui sont supérieurs à ceux qu'on avait obtenus au départ. Voilà. Nous, on a fait, là, on est quasiment à la fin d'année, donc on a fait notre petit calcul au mois d'octobre et on est à plus 11% et demi, nous, sur les ventes qu'on a fait de ce côté-là. Donc, c'est une technique qui marche bien, qui est absolument interdite à Paris, mais en tout cas qui marche bien ici. Donc, ça veut dire que quand on achète aussi, nous, on est en mesure de pouvoir vous conseiller parce qu'évidemment, si on connaît les techniques d'un côté, on connaît aussi les moyens de les contrer de l'autre. Alors, je vous parlais en quelques slides rapides du marché immobilier, notamment à Manhattan. Il y a plein de tableaux, de courbes, de chiffres, de graphiques, des bâtons, etc., des pourcentages dans tous les sens. Il faut retenir deux choses. En tout cas, moi, c'est celle que j'aimerais bien que vous reteniez. C'est qu'on a moins 7%. Donc, le marché, si on regarde de manière un peu macroéconomique, les prix ont vraiment eu tendance à baisser en 2023 et surtout le nombre de ventes qui a eu tendance à baisser, même s'il commence à remonter, ça on va reparler, mais la tendance générale a été baisse des prix, baisse du nombre de ventes. Mais si on regarde le petit slide, donc la slide suivante, c'est de dire, en fait, New York, c'est quand même un marché super solide. Parce qu'on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que tout reste dans un marché qui oscille entre 10, plus ou moins 10%. Voilà, en termes de prix. Donc, on est sur Manhattan, un marché qui est très, très solide. Il y a une chose qui est très intéressante à noter sur Manhattan, en tout cas en ce moment, c'est un focus sur ce qu'on appelle les new dev, les new development. Vous savez, ces nouvelles tours qui viennent juste de se construire. Il y en a un peu partout. Il y en a à Brooklyn, il y en a à Manhattan. Eh bien, ces nouveaux développements, ils ont, pour retenir un petit peu la chose, financé leur développement de building et leur construction avec des emprunts. Les emprunts arrivent quasiment à terme. Il va falloir les renouveler. Ils vont passer de taux qui sont presque 3 fois inférieurs à des taux qui vont être 3 fois supérieurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est le chiffre qui est en haut. Allez, je le mets juste en grand pour que vous compreniez. C'est la seule info à retenir. Il y a moins 21,8% aujourd'hui de réduction, entre guillemets, sur les prix de vente des nouveaux développements, donc des nouvelles tours, des nouveaux appartements dont vous serez les premiers propriétaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est probablement une tendance qui ne va pas durer très, très longtemps. Les new dev ont envie de vendre en ce moment et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont réduire de manière assez conséquente leur prix d'achat. Ça veut dire quoi? Donc, ils font beaucoup plus de concessions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire… Ouais, pardon, Romain?
Ouais. Y a Patrick qui nous dit qu'il faut ajuster les slides parce qu'on voit rien. Moi, personnellement, je suis en plein écran. Patrick, je vois tout à fait les chiffres. Je ne Moi sais pas si aussi. vous nous avez rejoint depuis un mobile. Je vous invite à nous, si vous êtes sur iPhone ou sur mobile, je vous invite à nous rejoindre depuis un iPad ou un desktop. Comme ça, vous verrez les chiffres mieux. S'il y a d'autres personnes qui ont ce problème-là, n'hésitez pas à me le dire et puis on va regarder. Mais là, je pense que Betty voit bien, moi je vois bien. Donc voilà. Je voulais pas te Bah couper, alors, mais c'est important. je vais résumer avec la voix. En ce moment, si on achète des nouveaux développements, on a des remises d'environ 22% qu'on n'aura plus dans 6, 8 mois, un an. Voilà, les nouveaux développements ont envie de pousser en ce moment leur vente. Donc, s'il y a un gros focus à retenir en ce moment sur Manhattan, c'est que il y a un moyen de négocier énormément de closing costs ou des pourcentages de réduction sur les nouveaux développements. C'est une tendance qu'on a observée avec Marius et toutes les équipes ici. Parce qu'ils vont devoir payer leurs prêts, c'est ça, de construction. Ouais, il y a ça et il y a un gros paquet d'inventaires qu'ils ont décidé aussi de se débarrasser pour pouvoir closer leur building. Donc, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout constaté il y a un an et qu'on constate en ce moment. Brooklyn, allez, c'est pareil, je vous ai lancé un gros chiffre. Il y a moins 26% de contrats signés à Brooklyn. Donc, ça veut dire qu'il y a une énorme baisse d'inventaire. Il y a une énorme baisse de nombre de sales qui ont été closés. Tiens, Renaud, Et ouais, on avait dit, tu sais, aujourd'hui, je peux te couper en plein milieu ouais, parce qu'on a une question sur ce que tu parlais avant. Donc, ok, vas-y, vas-y. Mohamed nous demande, mis à part le moins 22% de réduction sur les nouveaux développements, y a-t-il d'autres avantages fiscaux financiers à acheter dans les new devs? Oui, il y a plusieurs, il y a plusieurs avantages à acheter dans les nouveaux développements. Notamment en cadre, alors je prends juste un axe et pour moi, c'est un axe qui est assez intéressant. C'est que les nouveaux développements, il y en a toujours qui arrivent sur le marché chaque année, mais c'est les immeubles dans lesquels qui sont les plus désirables. Je vais prendre un exemple d'un immeuble que probablement tout le monde connaît, le 56 Léonard. Vous savez, cette tour qui est un petit peu comme un jeu de Jenga. Le 56 Léonard, les prix d'achat étaient un petit peu supérieurs. Généralement, dans les nouveaux développements, on est sur des prix de vente qui sont un petit peu supérieurs par rapport au marché, même parfois bien supérieurs. Mais c'est surtout des appartements dans lesquels les gens ont envie d'habiter. Donc, si vous l'achetez pour y investir, en tant qu'investissement, c'est un appartement qu'on va louer à des prix au-delà du marché. Il y a des gens qui ne veulent aller que dans le 56 Léonard pour les raisons qu'on connaît du côté du designer, de la manière où il est situé. Mais du coup, on va pouvoir les louer beaucoup plus cher que si on avait acheté un appartement dans un autre endroit. Donc, il y a tout un ratio à faire, mais en voilà un des gros avantages. Le 56 Léonard, il y a une liste d'attente, c'est-à-dire que nous, on a vendu des appartements dedans, on gère des appartements dans cet immeuble-là, et on a, je ne vais pas dire tous les jours, mais sincèrement, franchement, c'est toutes les semaines, des gens qui nous écrivent en disant est-ce que par hasard l'appartement que vous aviez à louer ou à vendre serait à louer ou à vendre parce qu'on a absolument envie d'acheter dans cet immeuble-là. Donc voilà pour répondre à la question Et de tout à l'heure. je me souviens, moi, on me parlait souvent des tax incentives, mais c'est fini ça? Si, il y a des tax abatements, il y a des super buildings comme le Brooklyn Point à Brooklyn où on a 25 ans de tax abatement, c'est-à-dire que vous payez $0 de taxes pendant 25 ans. Donc, c'est quand même un truc qui est très appréciable à la fois quand on y habite, si on décide d'en faire sa résidence principale, quand on y va en tant que pied-à-terre, si on est juste un investisseur et on vient ici de temps en temps, ou si on veut vraiment le louer. Du coup, ça augmente la rentabilité. Et encore une fois, il y a une grosse attractivité sur ces immeubles modernes, nouveaux, dans lesquels tout le monde veut aller aujourd'hui. Alors, c'est sûr que les nouveaux d'aujourd'hui, ça sera les plus vieux de demain. Mais en tout cas, pour moi, on a une bonne dizaine, quinzaine d'années et certains buildings restent iconiques comme ce fameux 56 Léonard qui est hyper attractif. Voilà, donc en gros, je résume. On a une baisse des ventes, on a une baisse du nombre de transactions, on a une baisse de l'inventaire. On est en train de noter que cette baisse
qui arrivait jusqu'à la fin 2023 va commencer à se stagner et on va commencer à peut-être remonter. Luxury market, je ne vais pas vous raconter un petit peu, mais dans le luxury, le marché est aussi très intéressant. Il y a deux choses à retenir. Il y a 1 million de millionnaires à New York. Donc, le marché du luxe et de l'ultra-luxe, il y a 1 million d'ultra-millionnaires. On les appelle les ultra high net worth individuals. C'est les gens qui ont au moins plus de 30 millions de dollars d'assets liquides sur un de leurs comptes en banque. Il y a 22 000 personnes qui sont dans cette catégorie-là à New York City, quasiment 122 000 dans les États-Unis, ce qui fait des États-Unis d'ailleurs le pays où il y a le plus de gens ultra riches dans le monde, 3 fois supérieur à la Chine, par exemple. Bref. Tout ça pour vous dire que New York Q3 dans l'ultra-luxe, tous les appartements supérieurs à 20 millions de dollars, donc le segment 20 millions de dollars et plus 300% de ventes sur une année. Toutes les ventes au-dessus de 4 millions de dollars, plus 23%, ça c'est plus versus Q2 et on est plutôt à plus 50% versus last year. Ça veut dire quoi en fait cette info? Elle est super intéressante. C'est-à-dire que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils investissent en ce moment dans Manhattan et dans New York et dans Brooklyn. Donc l'immobilier, eh bien, ça on le répète toujours, mais c'est quand même super intéressant. La pierre, l'immobilier, c'est une valeur refuge. En ce moment, il y a des affaires à faire. C'est en ce moment que les gens qui ont beaucoup de moyens, il faut juste se dire une chose aussi d'autre sur le marché immobilier de Manhattan, qui est une donnée super intéressante. Une transaction sur deux se fait en cash et 60% des propriétaires d'appartements ou de maisons à New York City ont déjà payé leur mortgage. Donc, voilà, ça, c'est deux autres informations qui sont super intéressantes. Rental market. Alors là, je demande à tout le monde de souffler un grand coup et de s'asseoir. Si vous êtes tous bien assis, voilà, boum. Depuis janvier 2021, le prix des loyers, plus 45%. Donc, ça répond un petit peu à notre question. Alors, je l'étaye évidemment avec des graphes, des chiffres, mais je vous ai mis le gros chiffre pour bien comprendre. Le loyer moyen, il est en augmentation. L'inventaire, il est en baisse. Ce n'est pas très compliqué de voir que les courbes n'arrêtent pas de monter. La même chose depuis sur Brooklyn. L'inventaire, il est même encore en chute un petit peu plus grande. Il y a une plus grosse, il y a un petit peu moins d'offres d'appartements et de maisons sur Brooklyn. C'est très simple. La raison, elle est logique. Il y a une densité immobilière qui est bien inférieure sur Brooklyn que sur Manhattan, où il y a beaucoup de buildings. Mais ça n'empêche que Brooklyn est un endroit où les gens ont envie de venir, notamment après le Covid. On en a parlé, Romain, tu te souviens plusieurs fois lors de plusieurs webinaires précédents, où on a dit qu'il y avait une grosse attractivité de Brooklyn. Ça n'arrête pas. Brooklyn, c'est quand même l'endroit où beaucoup de gens ont envie d'arriver. Moins 53% d'inventaire. Bon, donc, du coup, les loyers, ils n'arrêtent pas d'augmenter. Conclusion, il y a une baisse de prix. Les taux d'intérêt sont entre 7 et 7,5% et en ce moment aux États-Unis, il y a une baisse du nombre de transactions entre moins 25 et moins 40%, ce qui fait donc des baisses de prix d'appartements, d'immobilier, mais c'est seulement des baisses de prix de 4 à 7%. Parce qu'on a parlé de l'inventaire, le prix de la location, etc. Donc, ça veut dire qu'on est quand même sur un marché qui est stable et solide. La conclusion aujourd'hui, Romain, si on devait répondre à la question de manière simpliste, c'est est-ce qu'il vaut mieux louer ou acheter? Je te dis juste que les personnes, il y a 2 ans, qui n'ont pas acheté, mais qui ont loué, ils se sont pris une grosse augmentation de loyer dans leur location. Et ceux qui ont acheté, eh bien, aujourd'hui, ils bénéficient de taux qui sont quand même super bas par rapport à aujourd'hui. Mais qui le seront peut-être, ça va peut-être redescendre. Toi, nous, on pense d'ailleurs, ça on va en parler sur la conclusion de la conclusion, mais on pense que les taux vont se stabiliser. Je te parle 2 secondes de quelques exemples. Voilà, ça c'est un super appartement qu'on a vendu il y a quelques semaines à 4,4 millions qui est situé avec une vue absolument incroyable sur Central Park. Ça sont les Lexington Swift, une super belle maison qu'on a vendue dans Brooklyn, dans un quartier qui s'appelle Bed-Stuy, et qui s'est vendue pareil
de manière assez une énorme demande en fait assez facilement entre guillemets, mais il y a une énorme demande pour les maisons à Brooklyn. On vient de vendre un petit appartement qui est un one bedroom dans Brooklyn aussi. On a en ce moment un appartement qui va arriver là la semaine prochaine, qui est au-dessus du MoMA, qui s'appelle la Museum Tower. Super bel appartement d'environ 200 mètres carrés. On a en ce moment un micro-studio, enfin pas un micro-studio, c'est un studio qui est transformé un peu en one bed, qui fait 44 mètres carrés, qui donne sur Central Park West, à moins de $600 000. Donc là, c'est pareil, ça c'est un bien qui est très très rare, donc on est content, c'est un bien qui va partir. Je pense que dès qu'on va le mettre sur le marché, probablement dans la journée. Je fais un petit focus là-dessus, un super appartement à vente avec une vue époustouflante sur Central Park. Ça s'appelle Central Park North. Alors, quand on est en bas, ça s'appelle Billionaire Row. C'est là où tous les appartements, et c'est là où il y a le record d'ailleurs des États-Unis de prix d'appartements à $238 millions. On avait fait le petit jeu la dernière fois, je ne sais pas si tu te souviens, lors d'un webinaire précédent. Central Park North, c'est le haut de Central Park, c'est ce qu'on appelle le South Harlem. Ça donne sur Central Park, on a une vue époustouflante. Et là, en ce moment, on a un appartement absolument génial à vendre à 2,8 millions, un tout petit peu moins de 2,8 millions, avec un parking. Donc, voilà, ça, c'est pareil, c'est un appartement d'ailleurs, c'est des choses qu'on fait, c'est qu'on rénove un peu les appartements pour qu'ils soient cosmétiquement un petit peu plus beaux et prêts à l'emploi, entre guillemets. Donc, les prochains acheteurs vont pouvoir s'y installer en 2 secondes. Voilà, merci à tous. Je laisse nos coordonnées dans cette présentation et vous pouvez nous joindre quand vous voulez. Merci Renaud. Si vous avez des questions pour Renaud, posez-les maintenant. On est en petit groupe. Je vois Annie, Asmae, Basidou, Clément, David, Héloïse. Revenez, si vous êtes en train de faire autre chose, venez poser vos questions. Avant de poser des questions, on va peut-être parler avec Betty. Bonjour Betty. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler de comment ça se passe quand on veut financer les super listings qu'on vient de voir de Renaud? C'est génial parce qu'aujourd'hui, Renaud, tu nous as montré du studio, tu nous as montré de l'appartement familial, des maisons. En ce moment, on peut tout acheter. Mais comment on les finance, Betty, d'un point de vue domestique et depuis l'étranger? Oui, avec plaisir. Donc, merci beaucoup, Romain. Merci, Renaud. Donc, voilà. Là, je vais parler de financement avec HSBC. On a trois différentes catégories de clients. Alors, on a d'abord le client domestique, donc c'est-à-dire pour les clients qui sont soit citoyens américains, soit qui ont une carte verte, soit qui ont un visa qui est acceptable et qui sont aux États-Unis plus que 2 ans. Donc, ce genre de clients-là, il n'y a pas de problème. S'ils achètent une maison principale, on peut leur offrir 80% de financement. Une maison secondaire, 75%. 80%? Ouais, 80%, donc ça veut dire qu'on met juste un apport de 20%. 20%, exactement, 20%. Aussi, il faut amener les closing costs. Et il y a d'autres choses qu'on doit voir comme les reserves, mais on peut leur donner jusqu'à 80%. Bien sûr, ce n'est pas juste leur donner 80%. Bien sûr, le client doit toujours être qualifié sur 3 aspects. Alors, on voit tout ce qui est revenu personnel brut, leur credit score, et bien sûr, il faut qu'ils nous montrent qu'ils ont le 20% de down payment avec le closing cost et les reserves. So ça, c'est plutôt classique pour les clients qui sont américains. Maintenant, on a un autre genre de catégorie. Alors, quand tu dis américain, on peut être en carte verte, on peut être en H1B, on peut être en L1. Exact, on peut être carte verte, on peut avoir un visa acceptable. Pour HSBC, on accepte beaucoup de visas et il faut que la personne ait été ici plus que 2 ans et a construit le credit score. Ce que tu appelles américain, c'est quelqu'un qui est aux États-Unis depuis plus de 2 ans et qui a un credit score. Grosso modo, avec des W2, c'est à peu près ça. Exact. Ou self-employed, alors ils ont 2 ans de self-employment. Donc ça, c'est parfait, c'est plutôt classique. Maintenant, là où on est
très différents. C'est pour les deux genres de catégories de clients qui suivent. C'est-à-dire les clients, par exemple, qui viennent de se faire transférer de peu importe où, enfin, peu importe où, ils se font transférer de leur pays original aux États-Unis, ou bien même juste avant qu'ils arrivent. Alors, ce genre de clients-là, ils n'ont pas l'historique de 2 ans aux États-Unis que toutes les banques demandent. Donc, ils n'ont ni eu le temps de construire leur credit score, ni ils ont le 2 ans de historique de leur travail ici aux États-Unis. Nous, on peut quand même leur donner la même chose que si c'est un client qui a été ici depuis 2 ans. C'est-à-dire, on peut toujours leur donner 80% du prix d'achat pour leur maison principale, en notant, encore une fois, qui sont approuvés en termes de ratio de revenus, qui nous montrent qu'ils ont les sous pour le 20% down et les closing costs, ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important à savoir parce que très souvent, une grosse compagnie transfère leurs employés ici, mais ils ne savent pas ni comment ouvrir de carte de crédit, de compte de banque, mais qui n'ont pas encore nécessairement leur numéro d'assurance sociale américain. Donc tout ça, nous, on est super spécialisés pour ça. Maintenant, nous avons une troisième catégorie. Ce sont pour les clients. Pour la deuxième catégorie, donc c'est des gens qui sont là depuis moins de 2 ans, et là, vous leur trouvez une solution comme s'ils étaient là depuis plus longtemps, en fait. C'est bien ça. Exactement. Okay. Et même s'ils savent qu'ils vont si par exemple leur boîte leur propose de se faire transférer aux États-Unis et qu'ils leur disent, bon, dans 2-3 mois, vous allez vous faire transférer, vous pouvez commencer à déjà voir des maisons, à acheter, à voir, machin. Donc, même avant qu'ils arrivent, en autant qu'on a le contrat de travail qui dit quand est-ce qu'ils vont déménager avec tous les détails, on peut même leur offrir la même chose, en autant que quand on close, ils sont déjà aux États-Unis. Parfait. Et voilà. Donc maintenant, la troisième catégorie, ce sont pour des clients qui n'ont pas l'intention de déménager aux États-Unis, qui habitent et qui vivent et qui travaillent dans leur pays d'origine et qui veulent acheter un bien ici. Donc en général, évidemment, ils ne vont pas acheter un bien comme une maison principale parce qu'ils n'habitent pas ici, mais ils vont acheter une maison soit secondaire, pied-à-terre, soit une maison locative. Sauf pour ce qui est pied-à-terre, on peut leur offrir jusqu'à 70% du prix d'achat et pour un locatif, jusqu'à 60% du prix d'achat. Il faut se rappeler aussi que ce genre de clients n'ont ni numéro d'assurance sociale américain, ni retour d'impôt américain, ils n'ont rien aux États-Unis et quand même, on arrive à faire ce genre de crédit. Bien sûr, c'est toujours la même chose où il faut que le client qualifie en termes de revenus, de assets, c'est toujours la même chose. Mais au moins, vous savez que si vous qualifiez, on peut vous donner jusqu'à 70% pour une maison secondaire, même que vous n'avez pas de numéro d'assurance sociale américain, rien de tout ça. Une chose que je dois préciser, parce que maintenant, vu que Renault et sa compagnie offrent l'immobilier en France, donc nous, on offre, c'est-à-dire le client peut être presque partout dans le monde, mais la propriété doit toujours être aux États-Unis, pas l'inverse. C'est-à-dire si vous achetez quelque chose à l'extérieur, nous, on ne peut pas vous offrir du financement, mais je suis sûre que Renault aura une solution pour vous. Donc, c'est à peu près ça, en général, ici, on met toujours le crédit sous le nom personnel et le titre de la propriété peut être sur votre nom personnel ou sur une US LLC ou US Corporation. Une chose à se rappeler aussi aux États-Unis qui est différent ailleurs, c'est que si vous achetez dans un condo, Renaud le sait bien sûr, c'est qu'il faut toujours vérifier avec moi que le building est approuvé par la banque. On a une pre-approved list, donc on a les adresses et tout. Et si ce n'est pas dessus, ben on review le building. Donc ça, c'est en gros, en général. Évidemment, comme ça parle beaucoup d'argent et de revenus et tout ça, c'est toujours mieux si vous voulez discuter de votre propre cas, c'est de juste m'appeler. Renaud va envoyer nos informations et vous pouvez me contacter. Là, on fait une revue, on parle de votre cas en particulier. Et en général, Renaud a toujours besoin que vous faites d'abord pré-approuver pour pouvoir commencer à shopiner, pour pouvoir émettre votre offre. Donc, c'est comme ça que ça marche. Le pre-approval, c'est super simple. C'est bon pour, une fois que vous appliquez, il est valide pendant 4 mois. Donc, on peut discuter aussi de tout ça pour savoir un peu combien vous pensez que vous pouvez
qualifié par rapport à votre revenu, vos assets, tout ça. Pour les clients qui ont l'intention d'acheter en cash, pas de problème, vous pouvez faire ça et ensuite revenir directement chez moi et on essaie de vous faire aussi un crédit par rapport à ça. Est-ce que tu peux parler de ça, Betty, parce qu'en France, Renaud, je parle sous ton contrôle, on ne peut pas faire ça en France, le refinancement. On ne peut pas aller acheter un bien cash et aller voir une banque et lui dire rendez-moi l'argent. Ça, c'est un peu très américain. Ça a été, en fait, c'était possible à un moment donné et c'est beaucoup plus compliqué maintenant, voire même, je crois que c'est arrêté, effectivement. Mais on pouvait refinancer effectivement des biens avant à Paris. Maintenant, c'est plus le cas. Par contre, on peut refinancer des biens ici aux États-Unis. Pour nous, pratiquement, quand vous achetez, si vous revenez vers nous juste après avoir closé, within the 6 months, ça veut dire dans les 6 mois que vous avez acheté, on peut vous donner pratiquement presque la même chose que si vous avez fait un crédit avec nous depuis le départ. Si vous venez après 6 mois, on vous donne un peu moins, mais basically, ça veut dire que vous pouvez faire ça. Possible. On offre aussi des home equities pour celui qui veut juste avoir une home equity, avoir de l'argent comme dans un compte de banque. Et quand vous trouvez une autre propriété achetée, vous faites ça comme si c'était cash, vous écrivez votre chèque et vous l'envoyez. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout en France. Donc, en gros, on peut aller demander une carte de crédit sur l'argent de sa maison, c'est ça, hein? Ça s'appelle une home equity line. Donc, c'est une ligne de crédit sur la maison. C'est toujours attaché sur la propriété aux États-Unis, encore une fois. Et évidemment, la même chose, vous devez qualify tout ce qui est revenu, tout ça, mais on peut aussi vous proposer ça. C'est connu sous, je crois que c'est assez marketé sous HELOC ou HELOC, un truc comme ça. HELOC. HELOC, voilà. HELOC. Tiens, j'en profite, il y a Mohamed qui a une super question là. Si on prend un prêt en étant résident en ce moment avec les taux actuels, 5 ans plus tard, les taux diminuent et on veut refinance, mais on n'est plus résident à ce moment-là. Est-ce qu'il est quand même possible de refinancer depuis l'étranger? Oui, c'est quand même possible, pas de problème. Évidemment, ça va être traité comme un client international. Donc, on aura besoin de d'autres genres de documents, genre on n'aurait plus le pay stub et le W2, mais on a nos façons de demander pour être sûr que vous qualifiez toujours. Mais oui, c'est possible. D'ailleurs, je me permets d'intervenir là-dessus. C'est un des vrais sujets. Pourquoi est-ce que le marché immobilier s'est un petit peu tassé ces derniers temps? C'est parce que les gens se sont dit, voilà, les taux, ils n'arrêtent pas de remonter. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu un frein, tu te souviens, quand les taux sont montés à 4%, là, tout le monde se disait, on passe de 1,5 à 4, au secours, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il y a un deuxième frein parce que les taux, ils sont montés à hauteur de 7%. Tout le monde se dit, au secours, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, tu peux toujours refinancer ton taux un petit peu plus tard si les taux ils redescendent. Ceux qui avaient financé à 4, finalement, ce n'était pas si terrible. Les gens d'aujourd'hui, ils rêvent des taux de 4% où il y a 4 ans, 3 ans ou 2 ans, les gens se disaient au secours, c'est des taux horribles. Donc, ce qui est assez rigolo, en fait, dans ce truc cyclique, et c'est là où Betty, elle intervient aussi, mais c'est que il y a toujours un temps, en fait, de 6 mois où les gens doivent s'habituer aux nouveaux taux. Et ensuite, une fois que les 6 mois sont passés, on se dit, en fait, ça va peut-être continuer à augmenter. Quand on reparle avec des personnes, nos parents ou autres, ils ont emprunté à des taux à 15% ou plus, jusqu'à quasiment 20%. Donc, quand on reprend l'histoire de tous les taux, finalement, il y a un moment donné, tu peux toujours refinancer. Et il y a toujours, de toutes les manières, une correction avec le prix de l'immobilier. Donc, c'est pour ça que c'est dans la question de Mohamed qui était super intéressante, en fait, c'est de dire, ça vaut toujours le coup, de toutes les manières, d'emprunter avec un taux actuel et d'essayer de le refinancer derrière, quelle que soit ta situation. Si, question de Mohamed, je suis revenu entre les deux ou pas. De toutes les manières, si les taux redescendent, tu pourras refinancer ton bien. Patricia nous demande, les taux fixes existent-ils aux US? Oui, alors, vous avez plusieurs options. Vous pouvez avoir un 30 ans fixe, c'est-à-dire que pendant 30 ans, le taux sera fixe. Mais l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de prepayment penalties.
Ça veut dire même si vous prenez pendant 30 ans, mais au bout de 2 ans, 2 mois, 2 semaines, 15 ans, vous avez envie, vous voulez revendre votre bien, vous voulez refinancer, vous voulez repayer un certain montant, il n'y a pas de pénalité comme ailleurs. Donc ça, c'est très avantageux. Donc vous avez le 30 ans fixe, le 15 ans fixe. Et aussi, vous avez tout ce qui est ARM. Ça veut dire, par exemple, vous prenez un 10/6 ARM. Ça veut dire pendant 10 ans, le taux est fixe. C'est toujours sur une amortisation de 30 ans. Et après 10 ans, tous les 6 mois, le taux se fluctue. Mais bien sûr, vous pouvez à n'importe quel moment, avant ces 10 ans-là, refinancer, repayer. C'est très flexible, quoi. Ça fluctue, mais il y a un cap. Oui, effectivement, il y a un cap de maximum de 5% sur le taux que vous avez eu. OK. Donc là, les taux en ce moment, ils sont entre 7 et 8. Donc au max, ça peut être 5% de plus que ça. C'est ça. C'est quoi l'avantage de l'ARM? L'avantage du ARM, c'est qu'en général, le taux est un peu plus bas que sur le 30 ans fixe. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, moi, de toute façon, moi, je ne veux pas garder ce bien plus que 7 ans, 10 ans, parce qu'on a le 5, le 7 et le 10. » Donc, ils disent « Moi, je suis ici, par exemple, pour 5 ans. Une compagnie m'envoie ici pour 5 ans. Au moins, cet appartement ou cette maison, c'est rien qu'un starter home. Mais quand j'aurai des enfants, je déménagerai. » Alors, pour les gens comme ça vaut la peine de prendre un ARM parce qu'anyways, ils ne vont pas rester dessus et ils auront un taux meilleur que le 30 ans fixe. Ouais, le coût final de prêt, il est beaucoup plus intéressant sur un ARM. Et la deuxième explication, elle est immobilière, c'est qu'en moyenne, les gens changent d'appartement tous les 7 ans. C'est la moyenne. Alors, ce n'est pas le cas quand on a 60 ans et qu'on décide d'acheter son dernier appartement ou sa dernière maison, entre guillemets. Mais en moyenne, les gens changent tous les 7 ans. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces produits-là, j'imagine, par les banques et qui, du coup, te donnent un taux qui est bien inférieur sur la partie 5, la partie fixe, entre guillemets, parce que toi, tu vas pouvoir le revendre entre les deux. Et donc, du coup, tu auras eu un coût final de prêt avec des frais de remboursement anticipés où il y a pas de frais de remboursement justement anticipés. Héloïse nous demande sur les ARM, est-ce qu'il y a des frais de refinancement si on refinance avant la fin de la période à taux fixe? Alors, toujours quand on refinance, peu importe à quel moment, il y a toujours des frais de refinancement. Évidemment, ces frais ne sont pas comme quand vous achetez, parce que là, vous n'avez pas besoin de payer plein d'autres trucs. Mais peu importe que vous prenez un ARM, que vous prenez le 30 ans, que vous attendez que la période du ARM finisse ou pas, il y a toujours des frais de refinancement. Parfait. C'est quoi les frais à peu près, Betty? C'est un condo. C'est quelque chose de fixe ou c'est quelque chose au pourcentage? Alors, condo, maison, c'est à peu près 10-12 000 $. Coop, c'est beaucoup moins. Parfait. Quoi qu'il en soit, pour revenir justement à notre discussion de tout à l'heure, je profite du petit blanc pour… Ces frais-là, s'il y a assez de equity, on peut les ajouter sur le prix, sur le nouveau crédit, en notant again que vous êtes approuvé avec tout ce qui est revenu, tout ça. Oui, ça c'est intéressant, ça. Tu peux faire survivre ton premier crédit sur ta deuxième maison, c'est ça que tu es en train de dire. Oui, ça veut dire quand tu refinances, alors par exemple, tu refinances 800 000 $, disons, et que ta propriété vaut 1,2 million ou quelque chose comme ça, alors ce 10-12 000 $ de frais de refinancement, tu peux l'ajouter. Donc, tu fais un crédit de 810 000, 812 000. OK. Il faut combien d'equity de pourcent pour que ça passe? En général, il faut toujours que ça reste, si c'est une maison principale, il faut toujours que ça reste à 80% de la valeur maintenant. Après 1 an, on prend la valeur du marché. Alors, si le marché est monté, donc c'est super. Renaud, tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a plein de super questions là. Est-ce que oui, si je veux faire une petite conclusion à tout ça, la première étape quand on veut acheter un bien immobilier à New York, et même ça marche pareil à Paris, c'est d'abord aller voir son banquier et d'aller
regardez avec lui quelles sont toutes les différentes possibilités de financement, combien est-ce que vous pouvez acheter, quelle est votre limite maximum que vous voulez, que vous ne pouvez pas dépasser. Votre banquier vous dit, bah, nous, je ne pourrai jamais te prêter plus que tel montant. Gardez en tête qu'il faut bien les 20% de down payment de départ dessus. Puis, il y a plein de petites choses supplémentaires, avoir aussi en réserve au moins 1 an de paiement des premières annuités sur un compte en banque. Bref, voilà, il faut avoir les closing costs aussi. Donc, il faut garder un petit peu en moyenne. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est quand on achète un bien à 1 million de dollars, il faut avoir 300 000 en cash quelque part. Voilà, donc c'est l'idée, grosso modo, qu'il faut garder en tête et surtout de savoir comment est-ce que tu vas financer ton bien. Et nous, que ce soit des personnes qui sont locales ici, qui habitent à New York, ou des personnes qui sont des investisseurs qui habitent à Paris ou ailleurs, ou en Belgique, etc., on a à peu près tous les cas de figure de type de financement. Donc, soit des financements locaux avec Betty, soit des refinancements de maisons avec hypothèque et des emprunts, soit des lignes de crédit. Enfin, donc voilà, on a pas mal de moyens de faire passer. Il y a une dernière chose dont on n'a pas parlé là, mais qui peut être aussi un peu intéressant, c'est les taux de change entre la parité euro-dollar, qui est toujours favorable entre l'euro et le dollar, même si elle a un peu baissé à 1,05 aujourd'hui, alors qu'elle était à 1,12 il y a quelques mois et qu'elle était à 1,38 il y a 5 ou 6 ans. Voilà, mais tout ça, ça fait partie des choses, des premières choses à faire avant de dire, tiens, j'aimerais bien acheter dans telle rue un appartement entre 2 et 7 millions. Ben, entre 2 et 7 millions, ça va dépendre de ce que va te donner la banque et de ta capacité à pouvoir acheter. Et donc, ensuite, nous, on va faire le phénomène d'entonnoir où on va justement vérifier et visiter que des appartements ou des maisons qui correspondent dans le micro-budget que nos clients se sont fixés. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions, hein, à moins que… Betty, tu avais fait le tour. Ouais, écoute Romain, merci. Merci à tous les deux. Dans le chat, pour ceux que ça intéresse, j'ai mis l'email de Betty et de Renaud. Donc, vous pouvez les contacter directement. Qu'est-ce qu'on a? Ah, Vanessa nous demande, quels sont les frais à rajouter à une vente type frais de notaire? Alors ça, je peux répondre. Il y a différents biens. Il y a les condos, il y a les coops. Il y a grosso modo, il y a tout un. Grosso modo, on est à 4% de frais globaux quand on a un mortgage. Il y a un petit peu moins quand on ne prend pas de mortgage et qu'on paye en cash. Voilà, donc on est en règle générale sur environ 7% de frais de notaire en France et on est environ à 4% de frais globaux quand on est à New York. Parfait. Et après, ça varie, il y a plein de petites virgules, etc. On peut s'expliquer tout ça. Tout est transparent. Donc, si tu tapes, par exemple, closing cost, frais de notaire s'appelle closing cost, hein, parce qu'il y a plein, et c'est la somme de plein de différents coûts. Mais tu tapes closing cost à Manhattan, pour un condo ou pour un coop, tu verras, tu auras toute la décomposition de ce que ça coûte, y compris les frais d'avocat, les frais de transaction, les taxes des villes. Alors que si tu es dans la ville de New York, il n'y a pas tout à fait les mêmes taxes que si tu es dans un autre État comme Miami, la Floride, le Connecticut ou autre, ou le New Jersey. Voilà, mais en moyenne, ce qu'il faut retenir, 4%, 7%. 7% pour la France, 4% pour les États-Unis quand on fait un emprunt immobilier. Parfait. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Mohamed nous demande, quand on compare des mortgages entre différentes banques, je vois qu'il y a 2 taux, APR et interest rate. Vous conseillez de comparer quel chiffre? Donc, nous, par la loi, on est obligé, quand on vous donne le interest rate, on est obligé de vous donner le APR. Le APR, vous pouvez le Google, mais c'est basically, ça ajoute tous les frais que vous avez payés.
Mais quand vous comparez d'une banque à l'autre, comparez le interest rate. Parce que c'est ça qui va être pendant les next 30 years, les prochaines 30 ans, ou whatever, dépendamment de ce que vous prenez comme produit. Florence, est-ce que HSBC France offre la même chose aux résidents US qui veulent acheter en France? La vérité, je ne peux pas répondre, mais ce que je sais, c'est que HSBC US sort du marché, donc bientôt, il n'y en aura pas de HSBC US. Donc, ils n'offrent pas grand-chose en ce moment parce qu'ils vont vendre. HSBC US ou HSBC France? HSBC France. Okay. Sort du marché de... Oh, tu vas pas partir, Betty. Non, pardon. Je suis tellement habituée de dire HSBC US, je ne sais ce que... Non, c'est HSBC France qui sort du marché. Ok, pas de souci. Ça y est, c'est bon, il n'y a plus de questions surprises. On a fait le tour? Allez, on a fait le tour. Merci à tous les deux d'avoir répondu aux questions des lecteurs de French Morning. On vous retrouvera, je sais, sûrement début de l'année prochaine pour faire un petit bilan du marché et voir où en sont les listings que Renaud nous a présentés notamment aujourd'hui. Et surtout de voir si les taux vont continuer d'augmenter ou si les taux vont se stabiliser comme nous on pense, voire même peut-être réduire et descendre en dessous des 6%, ou autour des 6% en tout cas. Nous, c'est notre prévision. Toi, si on doit mettre un petit ticket sur qu'est-ce qui va se passer en 2024, nous, on pense que 2024, les ventes vont complètement reprendre à partir du printemps et surtout si les taux d'intérêt redescendent en dessous de la barre des 7% et probablement proche de la barre des 6%. Voilà, donc on a une petite fenêtre de tir. On en avait parlé, tu te souviens, Romain, quand on avait fait les webinaires avant Covid, pendant le Covid, après le Covid, où on avait dit, les gars, pendant le Covid, il y a une fenêtre de tir au moment où il faut acheter. C'est là où on a vu que toutes les ventes avaient augmenté, les prix avaient augmenté sur la fin du Covid. Donc, tous ceux qui ont acheté au début du Covid avec nous, eh bien, ils se sont félicités de nous avoir écoutés. Et aujourd'hui, on dit la même chose. Il va y avoir une petite fenêtre de tir d'environ 6-8 mois pendant lesquels il faudra acheter. Et on parlait là tout à l'heure de 22% pour les new development. Ça ne va pas durer. Voilà, donc en espérant que les taux restent à peu près où ils sont. C'est a priori, nous, ce qu'on pense qu'il va se passer en 2024, si tu veux mon avis. Ok, parfait. Bon, merci encore. Pour ceux qui nous écoutent jusqu'à la fin, vous savez, c'est tous les mardis les webinaires de French Morning avec d'autres sujets. Il y a Patricia qui nous remercie. Donc, j'espère, revenez nombreux, parlez des webinaires de French Morning à votre entourage tous les mardis, midi, côte est des États-Unis. Allez, bon après-midi, bon appétit, merci. Bon apéro si vous êtes en France. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Bye bye. Ciao. Merci.